La rentabilité accrue des médias dans un environnement dérégulé entraîna en outre un accroissement des fusions-acquisitions et des OPA. Même des CBS et des Time Inc. n'étaient plus à l'abri d'un rachat du jour au lendemain. Les géants des médias furent ainsi poussés à emprunter massivement et à se focaliser plus agressivement et plus radicalement que jamais sur la seule rentabilité afin de rassurer les investisseurs et de réduire le risque d'OPA. Ils y perdirent le peu d'autonomie dont ils disposaient auprès des banques, des institutions financières ou de leurs plus gros actionnaires qu'ils avaient dû solliciter comme chevalier blanc. Alors un chevalier blanc, c'est un investisseur sollicité pour contrer une OPA par une offre concurrente. Bien que les titres de la majorité des grandes entreprises fussent cotés, près de 2 tiers de celles-ci restaient soit détenues, soit étroitement contrôlées par des membres des familles d'origine, toujours propriétaires de l'essentiel des actions. Cette situation évolua progressivement, les titres se trouvant tour à tour répartis entre un nombre croissant d'héritiers et les opportunités de vente offertes sur le marché se multipliant. Mais en 1986, la persistance du contrôle de ces familles demeurait une donnée de base, ce qui apparaissait clairement dans le tableau 1-2. Ce dernier montre aussi la fortune considérable des quelques familles dominant les plus grands médias. Pour 7 des 24 plus gros groupes multimédia, la valeur des actions qu'elles détenaient dépassait le milliard de dollars dans les années 80, la moyenne se situant autour du demi-milliard. Ces actionnaires de référence ont à l'évidence intérêt au statu quo en raison de leur fortune et de leur position stratégique dans des institutions clés de la société, une position qu'ils utilisent, fixant les objectifs et nommant les directions des entreprises. Les néoconservateurs, qui dénoncent régulièrement une domination libérale des médias, affirment qu'ils sont sous influence, mais curieusement pas sous celle de leurs propriétaires. On comprend parfaitement pourquoi ils ne manifestent guère d'enthousiasme pour les chiffres mettant en évidence la fortune de ces derniers. Ce qui ne les empêche pas de se montrer populistes en prétendant parler, bien que financés par Mobil Oil Corporation ou Richard Mellon Scaife, au nom des masses, contre une élite fortunée qui domine les médias. Les noyaux durs de l'actionnariat de ces empires médiatiques sont également très étroitement liés au reste du monde des affaires à travers les relations sociales et les conseils d'administration. Dans le cas des réseaux de télévision et du câble NBC et Groupe W, leurs maisons mères respectives, General Electric et Westinghouse, sont des géants de l'industrie dont les conseils d'administration sont dominés par des dirigeants des banques et des affaires. Nombre d'autres grands groupes médiatiques étaient encore pilotés par des administrateurs maison, ce qui est caractéristique d'entreprises de taille relativement modeste et contrôlées par des propriétaires à l'ancienne. Plus une firme est importante et plus elle a d'actionnaires, plus la direction aura tendance à ne pas être issue de l'entreprise. La population des administrateurs externes des entreprises, des médias, est généralement similaire à ce qu'elle est dans des multinationales d'autres secteurs. Le tableau 1.3 montre que, pour 10 empires médiatiques, un peu plus de la moitié des administrateurs externes sont des cadres de grandes entreprises et des banquiers en activité. Proportion que les banquiers et avocats d'affaires à la retraite, 9 cadres sur 13 sous la mention retraité, portent à peu près des 2 tiers du total. Ces 95 administrateurs externes occupent dans le même temps des sièges dans 36 banques et 250 autres entreprises supplémentaires. Outre ces recoupements des conseils d'administration, les groupes multimédia sont tous en affaires avec des banques commerciales et d'investissement dont ils obtiennent prêts et lignes de crédit et dont ils attendent conseils et services pour gérer leurs émissions d'actions et d'obligations comme les opportunités d'acquisition ou les menaces d'OPA. Banques et autres investisseurs institutionnels sont aussi des actionnaires importants des médias. Au début des années 80, ce type d'institution détenait 44% des parts des journaux cotés en bourse et 35% pour les radios et télévisions. On y trouve souvent les plus gros actionnaires d'une entreprise donnée. Ainsi, en 1980-81, le fonds de placement du Capital Group détenait 7,1% des parts d'ABC, 6,6% de Knight Ridder, 6% de Time Inc. et 2,8% de Westinghouse. Si ces participations ne leur donnent pas de contrôle direct, elles offrent cependant à ces fonds les moyens de peser sur les décisions et leurs politiques et qui exercent un effet sur la stabilité des entreprises et de leurs dirigeants. Si la gestion de ces derniers n'assure pas des rentes suffisantes, les investisseurs institutionnels seront tentés de vendre, provoquant une chute du cours des actions, ou d'accueillir d'éventuels OPA d'un bon œil. Ils constituent une force qui tend à obliger les entreprises de médias à se concentrer exclusivement sur des objectifs de rentabilité. La diversification et l'expansion de la zone de diffusion des entreprises agit dans le même sens. Nombre d'entre elles se sont diversifiées dans d'autres branches de médias, dont le potentiel de croissance était prometteur. Redoutant la montée en puissance de la télévision et son impact sur les revenus de la publicité, d'anciennes entreprises de presse écrite ont investi à marche forcée dans la télévision hertzienne et le câble. C'est le cas de Time Inc., qui tirait en 1988 la moitié de ses bénéfices du câble.
Seule une petite minorité des 24 géants se cantonne à un seul type de médias. Ces géants ont aussi diversifié leurs activités dans d'autres secteurs industriels tandis qu'on assistait à l'arrivée de nouveaux venus dans les médias. Parmi les cas les plus connus, General Electric contrôle tout le réseau NBC et Westinghouse détient les plus grandes stations de télévision, un réseau de chaînes câblées et un réseau de radio. GE et Westinghouse sont deux multinationales colossales très diversifiées et notamment fortement implantées dans les domaines très sensibles du nucléaire et de l'armement. Alors petite parenthèse, c'est vrai que c'est assez hallucinant, c'est un petit peu en France comme si EDF possédait, je sais pas moi, TF1, M6, vous voyez? Ou comme si Dassault Systèmes possédait... Alors d'ailleurs on s'en rapproche, hein, ça y est, là en France, on se rapproche grandement de ce système complètement dérégulé. Rappelons au passage que de 1965 à 1967, une OPA d'International Telephone and Telegraph, ITT, sur ABC, souleva un tel tollé de protestations contre le danger de ces multinationales de l'industrie largement ouverte aux investissements étrangers, prendre le contrôle d'un aussi important groupe médiatique, que l'opération échoua. On protesta que le contrôle par ITT risquait de compromettre l'indépendance de la couverture médiatique d'événements politiques dans des pays où ITT aurait des intérêts. L'interdiction de la fusion semble d'autant plus justifiée a posteriori par des affaires de corruption et des tentatives de renversement du gouvernement chilien. General Electric et Westinghouse furent néanmoins autorisés à prendre le contrôle d'entreprises de médias bien avant l'affaire ITT, alors que les mêmes objections s'appliquaient à leur cas. General Electric est une entreprise bien plus puissante qu'ITT, implantée dans de très nombreux pays, très impliquée dans le nucléaire et dont l'activité dans le domaine des armes est bien plus importante que celle d'ITT. C'est une organisation très centralisée, attachée au secret et qui pèse lourdement sur les décisions politiques. GE a largement contribué au financement de l'American Enterprise Institute, un think tank très à droite qui soutient les intellectuels relayant les messages des intérêts économiques. En prenant le contrôle de ABC, General Electric se dotait d'un moyen redoutable de faire valoir ses vues. Comme le disait son PDG, si vous n'aimez pas ce que dit votre journal, vous êtes parfaitement libre d'en créer ou d'en acheter un autre. Dans un climat aussi favorable au laisser-faire que celui qu'offrait l'administration Reagan, une multinationale géante mécontente des performances des médias pouvait effectivement s'acheter les siens, comme le fit General Electric. Les intérêts extra-médiatiques des groupes multimédia demeurent néanmoins secondaires dans nos données. Hormis pour GE et Westinghouse, ils ne représentent généralement qu'une proportion relativement minime de leurs revenus. Leur influence internationale est par contre très importante. Les chaînes de télévision, réseaux et autres groupements de chaînes de télévision, les vendeurs de programmes, les principaux magazines d'information et les studios de cinéma font des affaires dans le monde entier et tirent un pourcentage important de leur chiffre d'affaires, des ventes à l'étranger et des opérations de leurs filiales. Le Reader's Digest est imprimé dans 17 langues différentes et distribué dans plus de 160 pays. Originellement basé en Australie, l'empire Murdoch s'est étendu aux États-Unis grâce au profit de ses filiales britanniques et australiennes. Une autre relation structurelle importante est la dépendance ou les liens qu'entretiennent les entreprises de médias avec le gouvernement. Les radios et les télévisions sont toutes soumises à l'autorisation et à l'attribution des fréquences par l'administration, elles ont donc potentiellement à redouter son contrôle et ses pressions. Ces instruments légaux sont utilisés comme un bâton pour discipliner les médias et les politiques éditoriales qui s'écartent un peu trop des orientations de l'establishment. Les médias s'en préservent par le lobbying et autres dépenses politiques en entretenant des liens privilégiés avec le monde politique et en restant prudents dans leurs orientations. La proximité de ces liens est impressionnante. Comme le montre le tableau 1.3, 50 des 95 administrateurs externes de 10 géants des médias ont déjà exercé une fonction au sein d'un gouvernement. Dans son étude des plus grands titres de la presse écrite, Peter Dreyer donne une proportion similaire. À la télévision, le passage de fonctions dans les instances de contrôle à des postes dans les firmes contrôlées et réciproquement atteignit des sommets à l'époque où la structure oligopolistique des médias et des chaînes fut mise en place. Ainsi, une étude montre que sur 65 membres qui quittèrent la Federal Communications Commission entre 1945 et 1970, 12 avaient eu des responsabilités dans le secteur des communications privées avant d'être intégrés à la FCC, et 32 furent embauchés dans ce même secteur sitôt après avoir quitté la commission. Mais les grands médias dépendent aussi du gouvernement pour des questions politiques plus générales. Toute entreprise suit de près les questions de taxes, de taux d'intérêt, de politique du travail et d'application ou non des lois antitrust. General Electric et Westinghouse dépendent des financements du gouvernement pour leur recherche-développement dans les domaines de l'énergie nucléaire et du militaire, et pour l'établissement d'un contexte favorable aux affaires à l'étranger. Le Reader's Digest, Time, Newsweek ou les vendeurs d'heures de programmes, télé et de films ont aussi besoin de soutien diplomatique.
pour obtenir le droit de pénétrer les cultures des pays étrangers au moyen de messages commerciaux et de programmes colportant des valeurs et représentant le point de vue américain sur l'actualité. Ainsi, empires médiatiques, agences publicitaires et transnationales ont-ils des intérêts communs convergents dans la création d'un climat favorable à l'investissement dans le tiers-monde. Et dans ces politiques, leurs relations et interconnexions avec le gouvernement sont symbiotiques. Pour résumer, les groupes multimédia dominants sont donc de très grosses entreprises contrôlées par des gens très riches ou des administrateurs sous étroite surveillance de propriétaires et autres forces orientées vers le profit. Ils sont en outre très interdépendants et ont des intérêts communs importants avec d'autres multinationales, des banques et le gouvernement. C'est le premier puissant filtre qui oriente les choix dans le domaine de l'information. Est-il totalement absurde de penser que, s'il existait une demande des téléspectateurs pour le type de programme que les propriétaires de médias détestent le plus, la compétition et la recherche de profit amèneraient ces derniers à les proposer malgré tout? Ce n'est pas tout à fait exclu, et une telle logique, ainsi que l'autonomie limitée des professionnels des médias, peut contribuer à expliquer les surprises qui sporadiquement apparaissent dans les médias. La demande du public est cependant d'autant plus inopérante que les millions de consommateurs n'ont absolument aucun moyen de faire valoir leurs désirs pour des produits qui ne leur sont jamais proposés. En outre, les intérêts des propriétaires se trouvent puissamment renforcés par toute une gamme d'autres filtres que nous continuons à passer en revue. 1, 2. Second filtre, la régulation par la publicité. Commentant au milieu du XIXe siècle les avantages du libre-échange comme mode de contrôle des opinions dissidentes, le très libéral ministre des Finances britannique Sir George Lewis faisait valoir que le marché privilégierait naturellement les journaux, je cite, jouissant de la faveur du public de la publicité. La publicité allait en effet devenir un puissant mécanisme de sape de la presse de la classe ouvrière. Curran et Seaton donnent le même statut à sa croissance qu'à celle des coûts de production parmi les facteurs expliquant que le marché est réussi là où les taxes et le harcèlement avaient échoué. Les publicitaires acquirent de facto un droit de veto sur les journaux dès lors que, sans leurs appuis, ceux-ci cessaient d'être économiquement viables. Avant que la publicité ne prenne la place prépondérante qu'on lui connaît, les coûts de production devaient être couverts par le prix de vente. La publicité prenant de l'importance, les journaux qui l'attiraient furent rapidement à même de proposer des tarifs de vente bien inférieurs au coût réel. Les titres n'ayant pas la faveur des publicitaires s'en trouvèrent fortement désavantagés. Ils comptaient parmi les plus chers, leurs ventes s'effondraient, leur trésorerie les empêchait de faire face aux investissements qui auraient permis de soutenir les ventes. Présentation, format attractif, distribution, etc. Un système médiatique dominé par la publicité tend naturellement à l'élimination ou à la marginalisation des organes financés par leur seule vente. De par ce fonctionnement, le libre-échange offre tout sauf un système neutre dans lequel la sélection repose sur la demande finale. Ce sont les préférences des publicitaires qui déterminent la prospérité, voire la survie même d'un média. Alors, petite parenthèse, c'est le cas aussi sur cette plateforme, YouTube. Au début, vous savez, de la guerre contre les contenus sensibles, complotistes, etc., c'était notamment les publicitaires qui obligeaient YouTube à se débarrasser de tous les discours alternatifs, sous prétexte que c'était impensable de voir une pub McDonald's sur un contenu monétisé qui critiquait McDonald's, vous voyez, ou n'importe quelle autre marque. Les producteurs offrant à leurs sponsors, les publicitaires, des perspectives de juteux profits grâce à leur audience auront droit à leur soutien, tandis que ceux qui ne sont pas suffisamment compétitifs dans ce domaine ne survivront pas. Les médias dépendant de la publicité sont en fait subventionnés par elle, ce qui leur permet d'atteindre un rapport qualité-prix grâce auquel ils distancent et affaiblissent les concurrents qui en sont dépourvus, ou sont négligés par les annonceurs. Même si les médias vivant de la publicité ciblent une clientèle haut de gamme, ils captent facilement l'audience bas de gamme, leurs rivaux perdant leur part de marché et disparaissant ou étant marginalisés. Pour la même raison, une télévision non commerciale sera elle aussi fortement désavantagée et ne pourra espérer être compétitive sans un financement public. Les chaînes publiques n'étant pas sujettes aux contraintes internes liées aux intérêts de propriétaires fortunés tout en étant moins exposées aux humeurs des publicitaires, elles constituent une menace potentielle pour le contrôle scrupuleux des élites sur les moyens de communication de masse. Pour cette raison, les conservateurs s'efforcent de toujours garder fermement la bride sur les chaînes publiques, avec des financements relativement bas et révisés chaque année. Au cours des années Carter-Reagan, on opta aussi pour une autre solution qui était d'imposer aux chaînes publiques le mode de fonctionnement des chaînes privées par le biais de coupes budgétaires drastiques. Alors, petite parenthèse, je voulais juste revenir à ça, le fait d'imposer aux chaînes publiques le mode de fonctionnement des chaînes privées par le biais de coupes budgétaires drastiques. Quand on pense que Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait initié en fait
la suppression des publicités pour les chaînes publiques, bien évidemment, on pouvait penser en premier lieu que c'était une bonne chose, hein, que ça garantissait l'indépendance des opinions et des idées émises par ces chaînes. Sauf qu'en fait, ça fait le contraire, ça produit le contraire, c'est-à-dire ça assèche les sources de capitaux pour ces chaînes, donc ça assèche tout, ça assèche la richesse des programmes, ça va obliger les grilles de programmes à devenir beaucoup plus rentables et axées sur quelque chose si vous voulez, de populaire immédiatement, comme sur les chaînes privées. Et ça va aussi casser complètement le financement des documentaires et le temps passé à faire des documentaires. Donc forcément, ça va devenir beaucoup plus partisan, beaucoup moins objectif et beaucoup plus axé sur la rentabilité immédiate, quoi. Vous voyez, en fait, ça produit l'inverse de ce qu'on pouvait penser. En fait, la publicité a joué un rôle crucial dans l'augmentation de la concentration, y compris entre des rivaux également avides de revenus publicitaires. Une bonne part de marché de revenus publicitaires importants permettront à un journal ou une télévision d'être plus compétitifs. Promotion plus agressive, achat de programmes et de vedettes plus rentables, et les rivaux moins avantagés devront investir au-delà de leurs moyens pour tenter de freiner la spirale de la perte de parts de marché et de revenus. Celle-ci est généralement fatale, ce qui constitue un élément d'explication de la disparition de nombre d'hebdomadaires et magazines à grand tirage et la diminution du nombre de quotidiens. Dès l'apparition de la publicité dans la presse, les journaux radicaux et ouvriers se retrouvèrent dans une position particulièrement critique. Leur lectorat était généralement de revenus modestes, facteur aggravant aux yeux des publicitaires. En 1856, un cadre de la publicité estimait que certains journaux étaient de mauvais supports. Leurs lecteurs n'achètent rien, et toute somme qui leur est consacrée est autant d'argent jeté par la fenêtre. Les journaux sociodémocrates anglais payèrent aussi un lourd tribut après la Seconde Guerre mondiale. Malgré leurs 9,3 millions de lecteurs quotidiens, des titres comme Daily Herald, la News Chronicle ou le Sunday Citizen firent faillite ou furent absorbés par la presse de l'establishment entre 1960 et 1967. Comme l'explique James Curran, avec 4,7 millions de lecteurs dans sa dernière année d'existence, le Daily Herald avait un lectorat près de 2 fois supérieur à celui du Times, du Financial Times et du Guardian réunis. Ces recherches montrent qu'en outre, ces lecteurs étaient plus attachés à leur journal que ceux d'aucun autre journal populaire et que, bien qu'ouvriers pour la plupart, ils le lisaient de façon beaucoup plus approfondie que les lecteurs des autres journaux populaires. La mort du Herald comme celle de la News Chronicle et du Sunday Citizen s'explique en grande partie par un étranglement dû au manque de revenus publicitaires. Avec 8,1% du tirage quotidien en circulation, le Herald ne captait que 3,5% du budget publicitaire net par millier d'exemplaires vendus, le Sunday Citizen seulement 1/10 du Sunday Times et 1/7 de l'Observer. Donc petite parenthèse, vous voyez comment on assèche en fait les concurrents, enfin ceux qui ne plaisent pas ou disent des choses trop dérangeantes, vous voyez. Curran démontre clairement que la disparition de ces 3 journaux d'importance contribua considérablement à la perte de puissance du Parti travailliste, notamment le Herald, une institution à très grand tirage qui offrait un angle différent d'analyse et d'éclairage aux antipodes des systèmes de représentation dominants qui prévalaient tant sur les ondes que dans la presse classique. Un mouvement de masse dépourvu de tout soutien médiatique et devant lutter contre une presse résolument hostile et pour le moins handicapée. De nos jours, les médias qui ont le plus de succès sont bien conscients de l'importance cruciale de la qualité de leur public. CBS annonce fièrement à ses actionnaires que pour maximiser la vente de son audience, la firme a développé un nouvel outil de vente pour traiter avec les publicitaires. Le profil des publics cibles permettra aux annonceurs d'optimiser l'efficacité des spots en stratifiant l'audience par rapport à son utilisation des produits et services des annonceurs. C'était là le comble du raffinement dans les calculs d'efficacité permettant de vendre une audience. Dans le secteur du magazine, la mesure de référence utilisée par les annonceurs pour atteindre les consommateurs au moyen d'une publicité noir et blanc pleine page était alors le CPM, soit le coût par millier d'exemplaires. Dans son argumentaire à l'attention des annonceurs, Soap Opera Digest déclarait « Vous voulez sans doute savoir quelle est notre première réussite. Aujourd'hui, Soap Opera Digest vous livre plus de femmes dans la catégorie 18-49 et à un CPM inférieur que n'importe quel autre magazine. » Autrement dit, l'objectif des médias est d'attirer le public non pour lui-même, mais en fonction de son pouvoir d'achat. Tout comme au XIXe siècle, c'est un public aisé qui intéresse aujourd'hui les annonceurs.
Dire que les médias sont d'autant plus démocratiques qu'ils s'adressent à un public très large est à peu près aussi vrai que prétendre égalitariste le suffrage censitaire. L'emprise des publicitaires sur la programmation télévisuelle tient fondamentalement au fait que ce sont eux qui achètent et financent les programmes. Ce sont les patrons qui subventionnent les médias. Les médias sont donc en compétition pour leur patronage, avec des services spécialement chargés de les démarcher. Ils doivent pouvoir mettre en avant en quoi leurs programmes peuvent les servir. Les choix de ces patrons pèsent si lourd sur la vie d'un média qu'ils en deviennent ce que William Evan appelle des organisations de référence normative, aux impératifs et exigences desquels les médias doivent s'accommoder pour réussir, ou encore selon Thurow, l'interaction continuelle entre les producteurs et les principaux sponsors joue un rôle déterminant dans la mise en place des limites qui encadrent la production quotidienne. Pour le budget d'une télévision, le gain ou la perte d'un seul point d'audience se traduit par une variation de 80 à 100 millions de dollars de recettes annuelles, avec des variations selon la qualité du public cible. La taille et la qualité de l'audience est donc un enjeu crucial. Et dans un système de marché, ce type de considération aura fortement tendance à peser sur l'orientation générale d'un média. Il s'agit pour une part de pression des firmes concernant le respect d'une ligne stricte, d'autre part du résultat de l'interaction permanente entre l'entreprise de médias et les patrons qui tiennent les cordons de la bourse. Comme le faisait remarquer Grant Tinker, à la tête de NBC TV à l'époque, la télévision est un médium soutenu par la publicité, et tant qu'elle ne risque pas de nuire à ce soutien, la programmation peut varier. Les médias radicaux et ceux de la classe ouvrière font l'objet d'une discrimination politique de la part des publicitaires. Au fondement de cette discrimination, il y a l'allocation de publicité conditionnée au ciblage du public solvable. Mais bien des entreprises refusent en outre de subventionner des ennemis idéologiques ou ceux qu'ils perçoivent comme nuisant à leurs intérêts, et des cas de discrimination ouverte viennent s'ajouter à l'élection censitaire. En 1985, les studios TVWnet perdirent leur crédit de Gulf plus Western suite à la diffusion du documentaire Hungry for Profit, qui critiquait les activités des multinationales dans le tiers-monde. Avant même la diffusion du programme, anticipant la réaction des industriels, les responsables de la chaîne affirmaient avoir fait le maximum pour aseptiser le documentaire. La direction de Gulf plus Western se plaignit néanmoins auprès de la chaîne de ce que le programme était violemment anti-business, voire anti-américain, et que la programmation d'un tel documentaire n'était pas le genre d'attitude que la firme attendait de ses amis. Le London Economist conclut laconiquement « Il semble clair désormais que WNet ne fera pas la même erreur une deuxième fois ». En plus de la discrimination infligée aux médias qui leur déplaisent, les publicitaires font leur choix parmi les programmes selon leurs propres principes. À de rares exceptions près, ils sont culturellement et politiquement conservateurs. Selon les instructions de Procter & Gamble à leur agence de publicité, il ne pourra se trouver dans aucun de vos programmes quoi que ce soit qui, de quelque manière, donne une image des affaires comme froide, impitoyable et dépourvue de tout sentiment ou motivation spirituelle. C'est assez clair comme message. Chez General Electric, le directeur de la communication d'entreprise déclarait « Nous entendons privilégier une programmation dont l'esprit vienne renforcer nos messages d'entreprise. » Les grands annonceurs soutiendront rarement des programmes mettant en cause les pratiques de l'industrie comme les problèmes de dégradation de l'environnement, les activités du complexe militaro-industriel ou le soutien aux pires dictatures du tiers-monde et les substantiels bénéfices qui en sont tirés par le monde des affaires. Eric Barnow relate l'histoire d'une série documentaire de NBC résolument environnementaliste à une période où la question générait une grande demande du public. Il observe que, bien que beaucoup de grandes entreprises dépensaient beaucoup d'argent en publicité et autres propagandes concernant l'environnement, la série passa à la trappe par la volonté des sponsors. Celle-ci péchait en effet par excès d'objectivité, suggérant notamment que les problèmes environnementaux étaient structurellement liés à l'industrie alors que le message de cette dernière était de rassurer. À la longue, les télévisions finissent par comprendre que ce genre de programme ne peut être vendu aux annonceurs, qu'il représente donc un sacrifice financier et qu'en outre, certains clients peuvent les prendre très mal. Petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle le courage de la vérité. Toujours faire des sacrifices pour dire la vérité, puisque ça se traduit en perte de profit. Ne parlons pas des attaques contre les produits même des annonceurs, les chaînes se gardant bien d'aller sur ce terrain, même en cas d'informations majeures concernant la santé publique. Les tarifs des spots publicitaires ne cessant de grimper, les revenus qui en découlent font de même. Or, compte tenu de la pression croissante des marchés en faveur des performances financières et d'une diminution des contraintes légales, un système médiatique reposant sur la publicité aura tendance à augmenter régulièrement son temps d'antenne et à marginaliser, voire à éliminer carrément les programmes qui traitent de façon significative des affaires publiques.
Difficile à prouver statistiquement compte tenu de l'insuffisance chronique des données rendues disponibles par la FCC, l'érosion constante du temps de programmation face à la publicité est rendue évidente si on se souvient de l'adoption en 1929 par la National Association of Broadcasting d'une règle interdisant toute publicité radiophonique entre 19h et 23h. En 1930, William Paley attestait devant la commission du commerce du Sénat que 22% seulement du temps d'antenne de CBS serait consacré à des programmes sponsorisés commercialement, les 78% restants étant épargnés. Il soulignait notamment que la publicité proprement dite ne représentait que 7 dixièmes de 1% de notre durée totale d'émission. Au sujet des programmes concernant les affaires publiques, Frank Wolf précise que c'est probablement du fait même des réglementations de la FCC que de tels programmes ont pu ne fût-ce qu'être montrés sur les chaînes commerciales. Les annonceurs seront plus généralement portés à éviter les programmes trop compliqués ou touchant à des controverses dérangeantes, susceptibles de réduire le temps de cerveau disponible du public. Ils cherchent des divertissements légers qui correspondent à la fonction première des programmes, celle de diffuser le message des vendeurs. Il est donc parfaitement naturel que dans un marché orienté par la quête des sponsors, des programmes tels que la vente du Pentagone soient supplantés par des émissions comme l'Écosse vue par un oiseau, l'Arizona de Barry Goldwater, Réflexion sur l'hôtellerie, ou Monsieur Rooney sort dîner, programme de CBS traitant de ce que les Américains mangent lorsqu'ils dînent dehors, où ils vont et pourquoi. Il y a des exceptions. Certaines firmes désirant sponsoriser des programmes sérieux, parfois en raison d'ennuis récents qui imposent de renforcer les relations publiques. Mais même en pareil cas, les sponsors éviteront généralement de financer des analyses de fond sur des sujets trop chauds ou réellement polémiques. Ils opteront plutôt pour des documentaires sur l'Antiquité grecque, le ballet, ou pour des sujets ayant trait à l'histoire et à la culture nationale et empreints de nostalgie. Barnow souligne un contraste intéressant. Sur les chaînes commerciales, leur budget provenant de la pub, les fictions se concentrent presque systématiquement sur ici et maintenant. A l'inverse, sur les chaînes publiques, la culture a fini par devenir les autres cultures. La civilisation américaine ici et maintenant est hors champ. Enfin, les stations et les réseaux de télévision se doivent de maintenir leur niveau d'audience, c'est-à-dire d'empêcher les téléspectateurs de zapper entre deux programmes afin de soutenir les prix et les revenus publicitaires. Insérer dans la programmation des documentaires culturels qui font changer de chaîne peut coûter très cher. Dans un système médiatique libre, c'est-à-dire dépendant entièrement de la publicité, la logique commerciale tendra à éviter ce type de programme. Mais toute émission critique, culturelle ou documentaire finira aussi à terme par être évacuée des médias secondaires qui luttent pour attirer les publicitaires, même s'il existera toujours une programmation politique ou culturelle tentant de naître ou de survivre en marge des plus grands médias. 1.3. Troisième filtre, les sources d'information. Les médias sont en symbiose avec de puissantes sources d'information pour des raisons économiques et du fait d'intérêts partagés. Ils ont impérativement besoin d'un flux continu et stable d'informations brutes. Ils sont confrontés à une demande d'information quotidienne et à une grille horaire qu'ils doivent remplir. Pour autant, ils ne peuvent se payer le luxe de maintenir en permanence reporters et caméras partout où un événement important peut se produire. Les limites de leur budget leur imposent donc de concentrer leurs moyens là où les événements significatifs sont les plus fréquents, où abondent fuites et rumeurs et où se tiennent régulièrement des conférences de presse. La Maison-Blanche, le Pentagone et le département d'État à Washington sont des épicentres de ce type d'activité. Au niveau local, la mairie et le siège de la police jouent le même rôle. Les grandes entreprises et sociétés commerciales sont également des producteurs réguliers et crédibles d'informations jugées dignes d'être publiées. Ces bureaucraties produisent en masse un matériel idéal pour alimenter la demande d'un flux régulier et planifié d'informations, qui est celle des salles de rédaction. Selon ce principe d'affinité bureaucratique, seules d'autres bureaucraties peuvent satisfaire aux besoins d'une bureaucratie de l'information. Les sources proches du gouvernement ou des milieux d'affaires ont aussi le grand avantage d'être reconnues et crédibles sur la seule base de leur statut et prestige, ce qui est très important pour les médias. Mark Fishman observe que les travailleurs de l'info sont prédisposés à prendre les déclarations des bureaucrates pour argent comptant, car elles participent au renforcement d'un ordre normatif accréditant les experts officiels de la société. Les journalistes se comportent comme si les personnes autorisées savaient ce qu'il est de leur responsabilité professionnelle de savoir. En particulier, un journaliste tiendra les allégations d'un responsable, non pour de simples allégations, mais pour des faits crédibles et établis. Cela revient à une division morale du travail. Les responsables connaissent et communiquent les faits, les journalistes les relaient pour l'essentiel. Autre raison du poids considérable accordé aux sources officielles, les médias prétendent dispenser objectivement l'information. Afin de préserver cette image d'objectivité, mais surtout pour se mettre à l'abri de toute accusation de partialité et d'éventuelles poursuites pour diffamation,
Ils ont besoin de sources qui puissent être données comme a priori au-dessus de tout soupçon. C'est aussi une question de coût. Tirer des informations de sources tenues pour crédibles réduit d'autant les frais d'enquête, tandis que les autres informations impliquent de minutieux recoupements et des recherches coûteuses. Alors, petite parenthèse, ici on a quelque chose de très intéressant. Je relis ce passage. Ils ont besoin de sources qui puissent être données comme a priori au-dessus de tout soupçon. Et alors comment ils s'y prennent? On sait très bien qu'il y a des think tanks, des groupes de pression, etc. Qui se servent d'utilisateurs anonymes, par exemple sur Wikipédia ou d'autres plateformes facilement pénétrables, puisque ce sont des plateformes au contenu, accessible et modifiable publiquement. Et donc, ils vont créer leurs sources très souvent. C'est-à-dire, ils vont utiliser un site web, un blog ou un article Wikipédia nouvellement entré, etc. pour créer une nouvelle source. Ils vont se créer leur source rapidement. Et personne ne saura que le site web, le blog en question, ou la nouvelle entrée Wikipédia, aura été établi par ce même média qui veut se constituer une source. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça constituera une source. Et j'avais dit dans une autre vidéo, rien de plus facile que de créer une source. Et bizarrement, ils se retranchent, ils se cachent derrière leurs sources, qui sont juste des sources officielles, qui sont inintéressantes puisqu'elles sont biaisées. C'est beaucoup plus difficile, effectivement, pour nous qui sommes des chercheurs de vérité, de créer des sources lorsqu'on aborde des sujets aussi sensibles que, je sais pas moi, tel politique qui aurait conclu un arrangement tacite secret avec tel autre. Vous voyez, et c'est extrêmement facile de dire ah c'est uniquement des informations non vérifiées, vous n'avez pas de source. Ouais, parfois c'est impossible d'avoir des sources. Il n'y a que après l'investigation sur le terrain, des recherches poussées, tout ce que ne font pas les journalistes mainstream actuels, hein. Et ils se retranchent, eux, derrière ça, en critiquant allègrement tout ce qui est complotiste, bien évidemment. Sauf que bien souvent, les complotistes font bien plus de recherches, contrairement à ce qui est dit par eux, bien plus de recherches que ces journalistes officiels qui recrachent des informations AFP qui sont déjà biaisées, qui sont déjà filtrées à la base, en fait, comme nous le dit Chomsky. Et en réalité, c'est eux qui font pas leur travail de journaliste. Parce qu'eux, en plus, ils ont l'accréditation officielle. Donc voilà, ils ont besoin de sources qui puissent être données comme a priori au-dessus de tout soupçon. Donc bien souvent, ils fabriquent ces sources. Je continue. La taille des services de communication des bureaucraties gouvernementales comme privées, qui sont les sources primaires d'information, est immense, et elle assure un accès privilégié aux médias. Le service de presse du Pentagone, par exemple, emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes et dépense annuellement des centaines de millions de dollars. En comparaison, les groupes ou individus dissidents sont des nains, pris individuellement, mais également si on additionne les capacités de communication de toutes les organisations de ce type. Pour 1979-1980, au cours d'une très éphémère période d'ouverture bien révolue, l'US Air Force détailla l'ensemble de sa communication, soit 140 journaux tirant à 690 000 exemplaires par semaine, Herman Magazine, mensuel tirant à 125 000 exemplaires, 34 radios et 17 chaînes de télévision émettant principalement à l'étranger, 45 000 communiqués de QG et d'unités, 615 000 communiqués concernant des personnels, 6 600 interviews avec des médias d'information, 3 200 conférences de presse, 500 vols de repérage pour des journalistes, 50 rencontres avec des rédactions, 11 000 discours. Mais cela exclut encore de vastes domaines où s'exercent aussi les efforts d'information du public de l'US Air Force. En 1970, le sénateur J.W. Fulbright écrivit qu'en 1968, les services d'information de l'US Air Force employaient à plein temps 1305 personnes, auxquelles s'ajoutaient plusieurs milliers d'autres ayant des fonctions de représentation parallèlement à d'autres responsabilités. Alors, petite parenthèse, c'est comme si en France, l'armée de l'air disposait de chaînes pour diffuser ces informations, quoi. C'est vrai que c'est pas encore le cas, donc nous, ça nous paraît incroyable. À l'époque, l'US Air Force proposait aux télévisions une séquence filmée par semaine et enregistrait un programme destiné à être diffusé 3 fois par semaine par 1139 stations de radio. Elle produisit en outre 148 films de cinéma, dont 24 furent distribués pour le grand public. Selon des données plus récentes, l'US Air Force publiait 277 journaux en 1987 contre 140 en 1979. Encore ne s'agit-il là que de l'armée de l'air. Les 3 autres armes sont dotées de moyens tout aussi énormes, auxquels s'ajoute un programme global d'information tout public sous la responsabilité d'un secrétaire adjoint à la Défense pour les relations publiques au Pentagone.
En 1971, une enquête de l'Armed Forces Journal révéla que le Pentagone éditait au total 371 magazines dont le coût de publication se chiffrait à quelque 57 millions de dollars, soit un budget représentant 16 fois celui du plus grand éditeur américain. Lors d'une remise à jour en 1982, le même journal des forces armées indiquait que le Pentagone publiait 1203 périodiques. Pour donner une meilleure idée, comparons avec les moyens de l'American Friends Service Committee, AFCC, et du National Council of the Churches of Christ, NCC, soit deux des plus grandes ONG qui font entendre un point de vue défiant celui du Pentagone. Le secrétariat central des services d'information de la FSC disposait pour l'année 1984-1985 d'un budget inférieur à 500 000 $ pour une équipe de 11 personnes. Annuellement, il publiait environ 200 communiqués de presse, organisait environ 30 conférences de presse et produisait un film et 2 ou 3 montages audiovisuels. Il ne proposait aucune séquence filmée ni programme radio préenregistré aux médias. Le bureau d'information du NCC dispose, lui, d'un budget de quelque 350 000 $, produit une centaine de communiqués et 4 conférences de presse par an. Le ratio des communiqués de presse pour les deux ONG par rapport à l'US Air Force est de 1 pour 50, ou si on compte aussi les communiqués sur les personnels de l'US Air Force, de 1 pour 2200. Celui des conférences de presse est de 1 pour 94. Mais si on pouvait tenir compte de l'ensemble des services de communication du Pentagone, le différentiel se creuserait encore considérablement. En matière de relations publiques et de propagande, seul le monde des affaires dispose des moyens de rivaliser avec le Pentagone et les autres services gouvernementaux. Ainsi, à la différence de l'AFCC et du NCC, Mobile Oil peut-il se permettre de dépenser des dizaines de millions de dollars pour acheter de l'espace dans différents médias et imposer ses vues. En 1980, le budget relations publiques de Mobile Oil s'élevait à 21 millions de dollars et employait 73 personnes. Entre 1973 et 1981, ce service produisit plus d'une douzaine de documentaires télévisés sur des sujets comme les fluctuations du prix de l'essence, allant jusqu'à payer des journalistes vedettes de la télévision pour interviewer les responsables de Mobile, entre autres experts. Fréquemment diffusés à la télévision, ces documentaires étaient généralement sans aucune mention de leur financement par Mobile. Voilà, on va interrompre la lecture pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie.